L'amant de Marguerite Duras. Un jour, j'étais âgée déjà. Dans le hall d'un lieu public, un homme est venu vers moi. Il s'est fait connaître et il m'a dit « Je vous connais depuis toujours. Tout le monde dit que vous étiez belle lorsque vous étiez jeune. Je suis venu pour vous dire que pour moi, je vous trouve plus belle maintenant que lorsque vous étiez jeune. J'aimais moins votre visage de jeune femme que celui que vous avez maintenant, dévasté. » Je pense souvent à cette image que je suis seule à voir encore et dont je n'ai jamais parlé. Elle est toujours là, dans le même silence, émerveillante. C'est entre toutes celles qui me plaît de moi-même, celle où je me reconnais, où je m'enchante. Très vite dans ma vie, il a été trop tard. À 18 ans, il était déjà trop tard. Entre 18 ans et 25 ans, mon visage est parti dans une direction imprévue. À 18 ans, j'ai vieilli. Je ne sais pas si c'est tout le monde, je n'ai jamais demandé. Il me semble qu'on m'a parlé de cette poussée du temps qui vous frappe quelquefois, alors qu'on traverse les âges les plus jeunes, les plus célébrés de la vie. Ce vieillissement a été brutal. Je l'ai vu gagner mes traits un à un, changer le rapport qu'il y avait entre eux, faire les yeux plus grands, le regard plus triste, la bouche plus définitive, marquer le front de cassures profondes. Au contraire d'en être effrayée, j'ai vu s'opérer ce vieillissement de mon visage avec l'intérêt que j'aurais pris, par exemple, au déroulement d'une lecture. Je savais aussi que je ne me trompais pas, qu'un jour, il se ralentirait, qu'il prendrait son cours normal. Les gens qui m'avaient connue à 17 ans lors de mon voyage en France ont été impressionnés quand ils m'ont revue, 2 ans après, à 19 ans. Ce visage-là, nouveau, je l'ai gardé. Il a été mon visage. Il a vieilli encore, bien sûr, mais relativement moins qu'il n'aurait dû. J'ai un visage lacéré de rides sèches et profondes, à la peau cassée. Il ne s'est pas affaissé comme certains visages à traits fins. Il a gardé les mêmes contours, mais sa matière est détruite. J'ai un visage détruit. Que je vous dise encore, j'ai 15 ans et demi. C'est le passage d'un bac sur le Mékong. L'image dure pendant toute la traversée du fleuve. J'ai 15 ans et demi. Il n'y a pas de saison dans ce pays-là. Nous sommes dans une saison unique, chaude, monotone. Nous sommes dans la longue zone chaude de la terre. Pas de printemps, pas de renouveau. Je suis dans une pension d'État à Saigon. Je dors et je mange là, dans cette pension. Mais je vais en classe au dehors, au lycée français. Ma mère, institutrice, veut le secondaire pour sa petite fille. Pour toi, c'est le secondaire qu'il faudra. Ce qui était suffisant pour elle ne l'est plus pour la petite. Le secondaire et puis une bonne agrégation de mathématiques. J'ai toujours entendu cette rengaine depuis mes premières années d'école. Je n'ai jamais imaginé que je pourrais échapper à l'agrégation de mathématiques. J'étais heureuse de la faire espérer. J'ai toujours vu ma mère faire chaque jour l'avenir de ses enfants et le sien. Un jour, elle n'a plus été à même d'en faire de grandioses pour ses fils.
Alors elle en a fait d'autres, des avenirs de bouts de ficelle, mais de la sorte, eux aussi, ils remplissaient leur fonction, ils bouchaient le temps devant soi. Je me souviens des cours de comptabilité pour mon petit frère, de l'école universelle tous les ans, à tous les niveaux. Il faut rattraper, disait ma mère. Ça durait 3 jours, jamais 4, jamais, jamais. On jetait l'école universelle quand on changeait de poste. On recommençait dans le nouveau. Ma mère a tenu 10 ans. Rien n'y a fait. Mon petit frère est devenu un petit comptable à Saigon. L'école Violet n'existant pas à la colonie, nous lui devons le départ de mon grand frère pour la France. Pendant quelques années, il est resté en France pour faire l'école Violet. Il ne l'a pas faite. Ma mère ne devait pas être dupe. Mais elle n'avait pas le choix. Il fallait séparer ce fils des 2 autres enfants. Pendant quelques années, il n'a plus fait partie de la famille. C'est en son absence que la mère a racheté la concession. Terrible aventure. Mais pour nous, les enfants qui restaient, moins terrible que n'aurait été la présence de l'assassin des enfants de la nuit du chasseur. On m'a souvent dit que c'était le soleil trop fort pendant toute l'enfance, mais je ne l'ai pas cru. On m'a dit aussi que c'était la réflexion dans laquelle la misère plongeait les enfants. Mais non, ce n'est pas ça. Les enfants vieillards de la faim endémique, oui. Mais nous, non, nous n'avions pas faim. Nous étions des enfants blancs. Nous avions honte, nous vendions nos meubles, mais nous n'avions pas faim. Nous avions un boy, et nous mangions. Parfois, il est vrai, des saloperies, des échassiers, des petits caïmans. Mais ces saloperies étaient cuites par un boy et servies par lui. Et parfois aussi, nous les refusions. Nous nous permettions ce luxe de ne pas vouloir manger. Non, il est arrivé quelque chose lorsque j'ai eu 18 ans, qui a fait que ce visage a eu lieu. Ça devait se passer la nuit. J'avais peur de moi, j'avais peur de Dieu. Quand c'était le jour, j'avais moins peur, et moins grave apparaissait la mort. Mais elle ne me quittait pas. Je voulais tuer mon frère aîné, je voulais le tuer, arriver à avoir raison de lui, une fois, une seule fois, et le voir mourir. C'était pour enlever de devant ma mère l'objet de son amour, ce fils, la punir de l'aimer si fort, si mal, et surtout pour sauver mon petit frère. Je le croyais aussi, mon petit frère, mon enfant, de la vie vivante de ce frère aîné posé au-dessus de la sienne, de ce voile noir sur le jour, de cette loi représentée par lui, édictée par lui, un être humain, et qui était une loi animale, et qui à chaque instant de chaque jour de la vie de ce petit frère faisait la peur dans cette vie, peur qui une fois atteint son cœur et l'a fait mourir. J'ai beaucoup écrit de ces gens de ma famille, mais tandis que je le faisais, ils vivaient encore, la mère et les frères. Et j'ai écrit autour d'eux, autour de ces choses sans aller jusqu'à elles. L'histoire de ma vie n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a jamais de centre, pas de chemin, pas de ligne. Il y a de vastes endroits où l'on fait croire qu'il y avait quelqu'un. Ce n'est pas vrai, il n'y avait personne. L'histoire d'une toute petite partie de ma jeunesse, je l'ai plus ou moins écrite déjà. Enfin, je veux dire, de quoi l'apercevoir. Je parle de celle-ci justement, de celle de la traversée du fleuve. Ce que je fais ici est différent, et pareil. Avant, j'ai parlé des périodes claires, de celles qui étaient éclairées. Ici, je parle des périodes cachées de cette même jeunesse, de certains enfouissements que j'aurais opérés sur certains faits, sur certains sentiments, sur certains événements. J'ai commencé à écrire dans un milieu qui me portait très fort à la pudeur. Écrire pour eux était encore moral. Écrire maintenant, il semblerait que ce ne soit plus rien, bien souvent. Quelquefois je sais cela, que du moment que ce n'est pas, toute chose confondue, aller à la vanité et au vent, écrire ce n'est rien.
que du moment que ce n'est pas chaque fois toute chose confondue en une seule par essence inqualifiable, écrire ce n'est rien que publicité. Mais le plus souvent je n'ai pas d'avis. Je vois que tous les champs sont ouverts, qu'il n'y aurait plus de murs, que l'écrit ne saurait plus où se mettre pour se cacher, se faire, se lire, que son inconvenance fondamentale ne serait plus respectée. Mais je n'y pense pas plus avant. Maintenant, je vois que très jeune, à 18 ans, à 15 ans, j'ai eu ce visage prémonitoire de celui que j'ai attrapé ensuite, avec l'alcool, dans l'âge moyen de ma vie. L'alcool a rempli la fonction que Dieu n'a pas eue. Il a eu aussi celle de me tuer, de tuer. Ce visage de l'alcool m'est venu avant l'alcool. L'alcool est venu le confirmer. J'avais en moi la place de ça. Je l'ai su comme les autres, mais curieusement avant l'heure. De même que j'avais en moi la place du désir, j'avais à 15 ans le visage de la jouissance. Et je ne connaissais pas la jouissance. Ce visage se voyait très fort. Mais ma mère devait le voir. Mes frères le voyaient. Tout a commencé de cette façon pour moi, par ce visage voyant, exténué, ses yeux cernés en avant sur le temps. Experiment. 15 ans et demi, c'est la traversée du fleuve. Quand je rentre à Saigon, je suis en voyage, surtout quand je prends le car. Et ce matin-là, j'ai pris le car à Sadek, où ma mère dirige l'école des filles. C'est la fin des vacances scolaires, je ne sais plus lesquelles. Je suis allée les passer dans la petite maison de fonction de ma mère. Et ce jour-là, je reviens à Saigon, au pensionnat. Le car pour indigènes est parti de la place du marché de Sadek. Comme d'habitude, ma mère m'a accompagnée et elle m'a confiée au chauffeur. Toujours, elle me confie au chauffeur des cars de Saigon, pour le cas d'un accident, d'un incendie, d'un viol, d'une attaque de pirates, d'une panne mortelle du bac. Comme d'habitude, le chauffeur m'a mise près de lui à l'avant, à la place réservée aux voyageurs blancs. C'est au cours de ce voyage que l'image se serait détachée, qu'elle aurait été enlevée à la Somme. Elle aurait pu exister. Une photographie aurait pu être prise comme une autre, ailleurs, dans d'autres circonstances. Mais elle ne l'a pas été. L'objet était trop mince pour la provoquer. Qui aurait pu penser à ça? Elle n'aurait pu être prise que si on avait pu préjuger de l'importance de cet événement dans ma vie, cette traversée du fleuve. Or, tandis que celle-ci s'opérait, on ignorait encore jusqu'à son existence. Dieu seul la connaissait. C'est pourquoi cette image, et il ne pouvait pas en être autrement, elle n'existe pas. Elle a été omise, elle a été oubliée. Elle n'a pas été détachée, enlevée à la Somme. C'est à ce manque d'avoir été faite qu'elle doit sa vertu, celle de représenter un absolu, d'en être justement l'auteur. C'est donc pendant la traversée d'un bras du Mékong sur le bac, qui est entre Vinlong et Sadek, dans la grande plaine de boue et de riz du sud de la Cochinchine, celle des oiseaux. Je descends du car, je vais au bastingage, je regarde le fleuve. Ma mère me dit quelquefois que jamais de ma vie entière, je ne reverrai des fleuves aussi beaux que cela, aussi grands, aussi sauvages, le Mékong et ses bras qui descendent vers les océans, ces territoires d'eau qui vont aller disparaître dans les cavités des océans. Dans la platitude à perte de vue, ces fleuves, ils vont vite, ils versent comme si la terre penchait. Je descends toujours du car quand on arrive sur le bac, la nuit aussi, parce que toujours j'ai peur que les câbles cèdent, que nous soyons emportés vers la mer. Dans le courant terrible, je regarde le dernier moment de ma vie. Le courant est si fort, il emporterait tout.
aussi bien des pierres, une cathédrale, une ville. Il y a une tempête qui souffle à l'intérieur des eaux du fleuve, du vent qui se débat. Je porte une robe de soie naturelle, elle est usée, presque transparente. Avant, elle a été une robe de ma mère. Un jour, elle ne l'a plus mise parce qu'elle l'a trouvée trop claire, elle me l'a donnée. Cette robe est sans manches, très décolletée. Elle est de ce bistre que prend la soie naturelle à l'usage. C'est une robe dont je me souviens. Je trouve qu'elle me va bien. J'ai mis une ceinture de cuir à la taille, peut-être une ceinture de mes frères. Je ne me souviens pas des chaussures que je portais ces années-là, mais seulement de certaines robes. La plupart du temps, je suis pieds nus en sandales de toile. Je parle du temps qui a précédé le collège de Saigon. À partir de là, bien sûr, j'ai toujours mis des chaussures. Des chaussures. Ce jour-là, je dois porter cette fameuse paire de talons hauts en lamé or. Je ne vois rien d'autre que je pourrais porter ce jour-là. Alors je les porte. Solde soldé que ma mère m'a acheté. Je porte ces lamés or pour aller au lycée. Je vais au lycée en chaussures du soir, ornées de petits motifs en strass. C'est ma volonté. Je ne me supporte qu'avec cette paire de chaussures-là. Et encore maintenant, je me veux comme ça. Ces talons hauts sont les premiers de ma vie. Ils sont beaux. Ils ont éclipsé toutes les chaussures qui les ont précédées, celles pour courir et jouer, plates, de toile blanche. Ce ne sont pas les chaussures qui font ce qu'il y a d'insolite, d'inouï ce jour-là, dans la tenue de la petite. Ce qu'il y a ce jour-là, c'est que la petite porte sur la tête un chapeau d'homme au bord plat, un feutre souple couleur bois de rose au large ruban noir. L'ambiguïté déterminante de l'image, elle est dans ce chapeau. Comment il était arrivé jusqu'à moi, je l'ai oublié. Je ne vois pas qui me l'aurait donné. Je crois que c'est ma mère qui me l'a acheté, et sur ma demande. Seule certitude, c'était un solde soldé. Comment expliquer cet achat? Aucune femme, aucune jeune fille ne porte de feutre d'homme dans cette colonie à cette époque-là. Aucune femme indigène non plus. Voilà ce qui a dû arriver. C'est que j'ai essayé ce feutre pour rire, comme ça, que je me suis regardée dans le miroir du marchand et que j'ai vu, sous le chapeau d'homme, la minceur ingrate de la forme, ce défaut de l'enfance est devenu autre chose. Il a cessé d'être une donnée brutale, fatale de la nature. Elle est devenue, tout à l'opposé, un choix contrariant de celle-ci, un choix de l'esprit. Soudain, voilà qu'on l'a voulu. Soudain, je me vois comme une autre serait vue, au dehors, mise à la disposition de tous, mise à la disposition de tous les regards, mise dans la circulation des villes, des routes, du désir. Je prends le chapeau, je ne m'en sépare plus, j'ai ça, ce chapeau qui me fait tout entière à lui seul, je ne le quitte plus. Pour les chaussures, ça a dû être un peu pareil, mais après le chapeau. Ils contredisent le chapeau, comme le chapeau contredit le corps chétif, donc ils sont bons pour moi. Je ne les quitte plus non plus, je vais partout avec ces chaussures, ce chapeau, dehors, par tous les temps, dans toutes les occasions, je vais dans la ville. J'ai retrouvé une photographie de mon fils à 20 ans. Il est en Californie avec ses amis Erika et Elisabeth Lénard. Il est maigre, tellement. On dirait un Ougandais blanc, lui aussi. Je lui ai trouvé un sourire arrogant, un peu l'air de se moquer. Il se veut donner une image déjetée de jeune vagabond. Il se plaît ainsi, pauvre, avec cette mine de pauvre, cette dégaine de jeune maigre. C'est cette photographie qui est au plus près de celle qui n'a pas été faite de la jeune fille du bac. Celle qui a acheté le chapeau rose à bord plat,
et au large ruban noir, c'est elle, cette femme d'une certaine photographie. C'est ma mère. Je la reconnais mieux là que sur les photos plus récentes. C'est la cour d'une maison sur le petit lac de Hanoï. Nous sommes ensemble, elle et nous, ses enfants. J'ai 4 ans. Ma mère est au centre de l'image. Je reconnais bien comme elle se tient mal, comme elle ne sourit pas, comme elle attend que la photo soit finie. À ses traits tirés, à un certain désordre de sa tenue, à la somnolence de son regard, je sais qu'il fait chaud, qu'elle est exténuée, qu'elle s'ennuie. Mais c'est à la façon dont nous sommes habillés, nous, ces enfants, comme des malheureux, que je retrouve un certain état dans lequel ma mère tombait parfois, et dont déjà, à l'âge que nous avons sur la photo, nous connaissions les signes avant-coureurs. Cette façon, justement, qu'elle avait tout à coup de ne plus pouvoir nous laver, de ne plus nous habiller, et parfois même de ne plus nous nourrir. Ce grand découragement à vivre, ma mère le traversait chaque jour. Parfois il durait, parfois il disparaissait avec la nuit. J'ai eu cette chance d'avoir une mère désespérée, d'un désespoir si pur, que même le bonheur de la vie, si vif soit-il, quelquefois n'arrivait pas à l'en distraire tout à fait. Ce que j'ignorerai toujours, c'est le genre de fait concret qui la faisait chaque jour nous quitter de la sorte. Cette fois-là, peut-être est-ce cette bêtise qu'elle vient de faire, cette maison qu'elle vient d'acheter, celle de la photographie, dont nous n'avions nul besoin, et cela quand mon père est déjà très malade, si près de mourir à quelques mois. Ou peut-être vient-elle d'apprendre qu'elle est malade à son tour de cette maladie dont lui, il va mourir. Les dates coïncident. Ce que j'ignore, comme elle devait l'ignorer, c'est la nature des évidences qui la traversaient et qui faisaient ce découragement lui apparaître. Était-ce la mort de mon père déjà présente, ou celle du jour, la mise en doute de ce mariage, de ce mari, de ses enfants, ou celle plus générale du tout de cet avoir? C'était chaque jour, de cela je suis sûre. Ça devait être brutal. À un moment donné de chaque jour, ce désespoir se montrait. Et puis suivait l'impossibilité d'avancer encore, ou le sommeil, ou quelquefois rien, ou quelquefois au contraire les achats de maisons, les déménagements, ou quelquefois aussi cette humeur-là, seulement cette humeur, cet accablement, ou quelquefois une reine, tout ce qu'on lui demandait, tout ce qu'on lui offrait, cette maison sur le petit lac, sans raison aucune, mon père déjà mourant, ou ce chapeau à bord plat, parce que la petite le voulait tant, ou ces chaussures lamées or idem, ou rien, ou dormir, mourir. Je n'avais jamais vu de film avec ces indiennes qui portent ces mêmes chapeaux à bord plat et des tresses par le devant de leur corps. Ce jour-là, j'ai aussi des tresses. Je ne les ai pas relevées comme je le fais d'habitude, mais ce ne sont pas les mêmes. J'ai 2 longues tresses par le devant de mon corps, comme ces femmes du cinéma que je n'ai jamais vues, mais ce sont des tresses d'enfants. Depuis que j'ai le chapeau, pour pouvoir le mettre, je ne relève plus mes cheveux. Depuis quelque temps, je tire fort sur mes cheveux, je les coiffe en arrière, je voudrais qu'ils soient plats, qu'on les voie moins. Chaque soir, je les peigne et je refais mes nattes avant de me coucher, comme ma mère m'a appris. Mes cheveux sont lourds, souples, douloureux, une masse cuivrée qui m'arrive aux reins. On dit souvent que c'est ce que j'ai de plus beau, et moi j'entends que ça signifie que je ne suis pas belle. Ces cheveux remarquables, je les ferai couper à 23 ans à Paris, 5 ans après avoir quitté ma mère. J'ai dit « couper ». Il a coupé. Le tout en un seul geste pour dégrossir le chantier. Le ciseau froid a frôlé la peau du cou. C'est tombé par terre. On m'a demandé si je les voulais, qu'on en ferait un paquet. J'ai dit non. Après, on n'a plus dit que j'avais de beaux cheveux. Je veux dire, on ne l'a plus jamais dit à ce point-là, comme avant on me le disait, avant de les couper. Après, on a plutôt dit, elle a un beau regard. Le sourire aussi, pas mal. Sur le bac, regardez-moi, je les ai encore.
15 ans et demi. Déjà, je suis fardée. Je mets de la crème tout calon. J'essaie de cacher les taches de rousseur que j'ai sur le haut des joues, sous les yeux. Par-dessus la crème Tocalon, je mets de la poudre couleur chair, marque Houbigant. Cette poudre est à ma mère, qui en met pour aller aux soirées de l'administration générale. Ce jour-là, j'ai aussi du rouge à lèvres, rouge sombre comme alors. Cerise. Je ne sais pas comment je me le suis procuré, c'est peut-être Hélène Lagonelle qui l'a volé à sa mère pour moi, je ne sais plus. Je n'ai pas de parfum, chez ma mère c'est l'eau de Cologne et le savon Palmolive. Sur le bac, à côté du car, il y a une grande limousine noire avec un chauffeur en livrée de coton blanc. Oui, c'est la grande auto funèbre de mes livres. C'est la Maurice Léon Bollé. La Lancia noire de l'ambassade de France à Calcutta n'a pas encore fait son entrée dans la littérature. Entre les chauffeurs et les maîtres, il y a encore des vitres à coulisses. Il y a encore des strapontins. C'est encore grand comme une chambre. Dans la limousine, il y a un homme très élégant qui me regarde. Ce n'est pas un blanc. Il est vêtu à l'européenne. Il porte le costume de tussor clair des banquiers de Saigon. Il me regarde. J'ai déjà l'habitude qu'on me regarde. On regarde les blanches aux colonies et les petites filles blanches de 12 ans aussi. Depuis 3 ans, les blancs aussi me regardent dans les rues. Et les amis de ma mère me demandent gentiment de venir goûter chez eux, à l'heure où leurs femmes jouent au tennis au club sportif. Je pourrais me tromper, croire que je suis belle comme les femmes belles, comme les femmes regardées, parce qu'on me regarde vraiment beaucoup. Mais moi, je sais que ce n'est pas une question de beauté, mais d'autre chose. Par exemple, oui, d'autre chose. Par exemple, d'esprit. Ce que je veux paraître, je le parais. Belle aussi, si c'est ce que l'on veut que je sois. Belle ou jolie. Jolie, par exemple, pour la famille, pas plus. Tout ce que l'on veut de moi, je peux le devenir. Et le croire. Croire que je suis charmante aussi bien. Dès que je le crois, que cela devienne vrai pour celui qui me voit et qui désire que je sois selon son goût, je le sais aussi. Ainsi, en toute conscience, je peux être charmante, même si je suis hantée par la mise à mort de mon frère. Pour la mort, une seule complice, ma mère. Je dis le mot charmant comme on le disait autour de moi, autour des enfants. Je suis avertie déjà, je sais quelque chose. Je sais que ce ne sont pas les vêtements qui font les femmes plus ou moins belles, ni les soins de beauté, ni le prix des onguents, ni la rareté, le prix des atours. Je sais que le problème est ailleurs. Je ne sais pas où il est. Je sais seulement qu'il n'est pas là où les femmes croient. Je regarde les femmes dans les rues de Saigon, dans les postes de brousse. Il y en a de très belles, de très blanches. Elles prennent un soin extrême de leur beauté ici, surtout dans les postes de brousse. Elles ne font rien. Elles se gardent seulement. Elles se gardent pour l'Europe, les amants, les vacances en Italie, les longs congés de 6 mois tous les 3 ans, lorsqu'elles pourront enfin parler de ce qui se passe ici, de cette existence coloniale si particulière, du service de ces gens, de ces boys, si parfaits, de la végétation, des bals, de ces villas blanches, grandes à s'y perdre, où sont logés les fonctionnaires dans les postes éloignés. Elles attendent, elles s'habillent pour rien, elles se regardent. Dans l'ombre de ces villas, elles se regardent pour plus tard. Elles croient vivre un roman, elles ont déjà les longues penderies pleines de robes à ne savoir qu'en faire, collectionnées comme le temps, la longue suite des jours d'attente. Certaines deviennent folles. Certaines sont plaquées pour une jeune domestique qui se tait. Plaquées. On entend ce mot les atteindre, le bruit qu'il fait, le bruit de la gifle qu'il donne. Certaines se tuent. Ce manquement des femmes à elles-mêmes, par elles-mêmes opéré, m'apparaissait toujours comme une erreur. Il n'y avait pas à attirer le désir. Il était dans celle qui le provoquait, ou il n'existait pas. Il était déjà là dès le premier regard, ou bien il n'avait jamais existé.
Il était l'intelligence immédiate du rapport de sexualité, ou bien il n'était rien. Cela de même, je l'ai su avant l'expériment. Seule Hélène Lagonelle a échappé à la loi de l'erreur, attardée dans l'enfance. Je suis longtemps sans avoir de robe à moi. Mes robes sont des sortes de sacs. Elles sont faites dans d'anciennes robes de ma mère qui sont elles-mêmes des sortes de sacs. Mis à part celles que ma mère me fait faire par dos. C'est la gouvernante qui ne quittera jamais ma mère, même lorsqu'elle rentrera en France, même lorsque mon frère aîné essaiera de la violer dans la maison de fonction de Sadek, même lorsqu'elle ne sera plus payée. Do a été élevée chez les sœurs. Elle brode et elle fait des plis. Elle coud à la main comme on ne coud plus depuis des siècles, avec des aiguilles fines comme des cheveux. Comme elle brode, ma mère lui a fait broder des draps. Comme elle fait des plis, ma mère me fait faire des robes à plis, des robes à volants, je les porte comme des sacs. Elles sont démodées, toujours enfantines. 2 séries de plis sur le devant école Claudine, ou lait sur la jupe, ou volants bordés de biais pour faire couture. Je porte ces robes comme des sacs avec des ceintures qui les déforment, alors elles deviennent éternelles. 15 ans et demi, le corps est mince, presque chétif. Des seins d'enfant encore, fardés en rose pâle et en rouge. Et puis cette tenue qui pourrait faire qu'on en rit et dont personne ne rit. Je vois bien que tout est là et rien n'est encore joué. Je le vois dans les yeux, tout est déjà dans les yeux. Je veux écrire. Déjà, je l'ai dit à ma mère, ce que je veux, c'est ça, écrire. Pas de réponse la première fois. Et puis elle demande, écrire quoi? Je dis des livres, des romans. Elle dit durement, après l'agrégation de mathématiques, tu écriras si tu veux, ça ne me regardera plus. Elle est contre. Ce n'est pas méritant, ce n'est pas du travail, c'est une blague. Elle me dira plus tard, une idée d'enfant. La petite, au chapeau de feutre et dans la lumière limoneuse du fleuve, seule sur le pont du bac, accoudée au bastingage. Le chapeau d'homme colore de rose toute la Seine, c'est la seule couleur. Dans le soleil brumeux du fleuve, le soleil de la chaleur, les rives se sont effacées, le fleuve paraît rejoindre l'horizon. Le fleuve coule sourdement, il ne fait aucun bruit, le sang dans le corps. Pas de vent dehors de l'eau, le moteur du bac, le seul bruit de la Seine, celui d'un vieux moteur déglingué au bielle coulé. De temps en temps, par rafales légères, des bruits de voix. Et puis les aboiements des chiens, ils viennent de partout, de derrière la brume, de tous les villages. La petite connaît le passeur depuis qu'elle est enfant. Le passeur lui sourit, et il lui demande des nouvelles de madame la directrice. Il dit qu'il la voit passer souvent de nuit, qu'elle va souvent à la concession du Cambodge. La mère va bien, dit la petite. Autour du bac, le fleuve, il est à ras-bord. Ses eaux en marche traversent les eaux stagnantes des rizières, elles ne se mélangent pas. Il a ramassé tout ce qu'il a rencontré depuis le Tonlé Sap, la forêt cambodgienne. Il emmène tout ce qui vient, des paillotes, des forêts, des incendies éteints, des oiseaux morts, des chiens morts, des tigres, des buffles noyés, des hommes noyés, des leurres, des îles de jacinthe d'eau agglutinées. Tout va vers le Pacifique. Rien n'a le temps de couler. Tout est emporté par la tempête profonde et vertigineuse du courant intérieur. Tout reste en suspens à la surface de la force du fleuve. Je lui ai répondu que ce que je voulais avant toute autre chose, c'était écrire. Rien d'autre que ça, rien. Jalouse, elle est. Pas de réponse, un regard bref aussitôt détourné. Le petit haussement d'épaule inoubliable. Je serai la première à partir.
Il faudra attendre encore quelques années pour qu'elle me perde, pour qu'elle perde celle-ci, cet enfant-ci. Pour les fils, il n'y avait pas de crainte à avoir. Mais celle-ci, un jour, elle le savait, elle partirait, elle arriverait à sortir. Première en français. Le proviseur lui dit « Votre fille, madame, est première en français. » Ma mère ne dit rien, rien. Pas contente parce que c'est pas ses fils qui sont les premiers en français. La saleté, ma mère, mon amour. Elle demande « Et en mathématiques ?» On dit « Ce n'est pas encore ça, mais ça viendra. » Ma mère demande « Ça viendra quand ?» On répond « Quand elle le voudra, madame. » Ma mère, mon amour, son incroyable dégaine avec ses bas de coton reprisés par dos. Sous les tropiques, elle croit encore qu'il faut mettre des bas pour être la dame directrice de l'école. Ses robes lamentables, difformes, reprisées par dos. Elle vient encore tout droit de sa ferme picarde peuplée de cousines. Elle use tout jusqu'au bout. Croit qu'il faut mériter. Ses souliers sont éculés. Elle marche de travers avec un mal de chien. Ses cheveux sont tirés et serrés dans un chignon de chinoise. Elle nous fait honte. Elle me fait honte dans la rue devant le lycée. Quand elle arrive dans sa B12 devant le lycée, tout le monde regarde. Elle s'aperçoit de rien, jamais. Elle est à enfermer, à battre, à tuer. Elle me regarde, elle dit « Peut-être que toi tu vas t'en tirer. » De jour et de nuit, l'idée fixe. Ce n'est pas qu'il faut arriver à quelque chose, c'est qu'il faut sortir de là où l'on est. Quand ma mère retrouve l'air, qu'elle sort du désespoir, elle découvre le chapeau d'homme et les lamets or. Elle me demande ce que c'est. Je dis que c'est rien. Elle me regarde, ça lui plaît. Elle sourit. C'est pas mal, elle dit. Ça ne te va pas mal. Ça change. Elle ne demande pas si c'est elle qui les a achetés, elle sait que c'est elle. Elle sait qu'elle en est capable, que certaines fois, ces fois-là que je disais, on lui soutire tout ce qu'on veut, qu'elle ne peut rien contre nous. Je lui dis, c'est pas cher du tout, ne t'en fais pas. Elle demande où c'était. Je dis que c'était rue Catina. Des soldes soldés. Elle me regarde avec sympathie. Elle doit trouver que c'est un signe réconfortant, cette imagination de la petite, d'inventer de s'habiller de cette façon. Non seulement elle admet cette pitrerie, cette inconvenance, elle rangée comme une veuve, vêtue de grisaille comme une défroquée, mais cette inconvenance lui plaît. Le lien avec la misère est là aussi dans le chapeau d'homme, car il faudra bien que l'argent arrive dans la maison. D'une façon ou d'une autre, il le faudra. Autour d'elle, c'est les déserts. Les fils, c'est les déserts. Ils feront rien. Les terres salées aussi. L'argent restera perdu, c'est bien fini. Reste cette petite-là qui grandit et qui, elle, saura peut-être un jour comment on fait venir l'argent dans cette maison. C'est pour cette raison, elle ne le sait pas, que la mère permet à son enfant de sortir dans cette tenue d'enfant prostituée. Et c'est pour cela aussi que l'enfant sait bien y faire déjà, pour détourner l'attention qu'on lui porte à elle vers celle que elle porte à l'argent. Ça fait sourire la mère. La mère ne l'empêchera pas de le faire quand elle cherchera de l'argent. L'enfant dira « Je lui ai demandé 500 piastres pour le retour en France ». La mère dira que c'est bien, que c'est ce qu'il faut pour s'installer à Paris. Elle dira « Ça ira avec 500 piastres ». L'enfant sait que ce qu'elle fait, elle, c'est ce que la mère aurait choisi que fasse son enfant. Si elle avait osé, si elle en avait la force, si le mal que faisait la pensée n'était pas là chaque jour, exténuant. Dans les histoires de mes livres qui se rapportent à mon enfance, je ne sais plus tout à coup ce que j'ai évité de dire, ce que j'ai dit. Je crois avoir dit l'amour que l'on portait à notre mère, mais je ne sais pas si j'ai dit la haine qu'on lui portait aussi, et l'amour qu'on se portait les uns aux autres, et la haine aussi terrible dans cette histoire commune de ruines et de mort qui était celle de cette famille dans tous les cas, dans celui de l'amour comme dans celui de la haine, et qui échappe encore à tout mon entendement, qui m'est encore inaccessible, caché au plus profond de ma chair,
aveugle comme un nouveau-né du premier jour. Elle est le lieu au seuil de quoi le silence commence. Ce qui s'y passe, c'est justement le silence, ce lent travail pour toute ma vie. Je suis encore là, devant ces enfants possédés, à la même distance du mystère. Je n'ai jamais écrit, croyant le faire. Je n'ai jamais aimé, croyant aimer. Je n'ai jamais rien fait qu'attendre devant la porte fermée. Quand je suis sur le bac du Mékong, ce jour de la limousine noire, la concession du barrage n'a pas encore été abandonnée par ma mère. De temps en temps, on fait encore la route. Comme avant, la nuit. On y va encore tous les trois. On va y passer quelques jours. On reste là, sur la véranda du bungalow, face à la montagne du Siam. Et puis on repart. Elle n'a rien à y faire, mais elle y revient. Mon petit frère et moi, on est près d'elle, sur la véranda face à la forêt. On est trop grands maintenant. On ne se baigne plus dans le Rack. On ne va plus chasser la panthère noire dans les marécages des embouchures. On ne va plus ni dans la forêt, ni dans les villages des poivrières. Tout a grandi autour de nous. Il n'y a plus d'enfants, ni sur les buffles, ni ailleurs. On est atteint d'étrangeté, nous aussi. Et la même lenteur que celle qui a gagné ma mère nous a gagné nous aussi. On n'a appris rien. À regarder la forêt, à attendre, à pleurer. Les terres du bas sont définitivement perdues. Les domestiques cultivent les parcelles du haut. On leur laisse le padis. Ils restent là, sans salaire. Ils profitent des bonnes paillotes que ma mère a fait construire. Ils nous aiment comme si nous étions des membres de leur famille. Ils font comme s'ils gardaient le bungalow et ils le gardent. Rien ne manque à la pauvre vaisselle. La toiture pourrie par les pluies continue à disparaître. Mais les meubles sont nettoyés et la forme du bungalow est là, pure comme un dessin, visible de la route. Les portes sont ouvertes chaque jour pour que le vent passe et sèche le bois, et fermées le soir aux chiens errants, aux contrebandiers de la montagne. Ce n'est donc pas à la cantine de Réam, vous voyez, comme je l'avais écrit, que je rencontre l'homme riche à la limousine noire. C'est après l'abandon de la concession, 2 ou 3 ans après, sur le bac, ce jour que je raconte dans cette lumière de brume et de chaleur. C'est 1 an et demi après cette rencontre que ma mère rentre en France avec nous. Elle vendra tous ses meubles, et puis elle ira une dernière fois au barrage. Elle s'assiera sur la véranda face au couchant. On regardera une fois encore vers le Siam, une dernière fois, jamais ensuite. Même lorsqu'elle quittera de nouveau la France, quand elle changera encore d'avis et qu'elle reviendra encore une fois en Indochine pour prendre sa retraite à Saigon, jamais plus elle n'ira devant cette montagne, devant ce ciel jaune et vert au-dessus de cette forêt. Oui, que je dise, tard déjà dans sa vie, elle a recommencé. Elle a fait une école de langue française, la nouvelle école française, qui lui permettra de payer une partie de mes études et d'entretenir son fils aîné pendant tout le temps qu'elle a vécu. Le petit frère est mort en 3 jours d'une bronchopneumonie. Le cœur n'a pas tenu. C'est à ce moment-là que j'ai quitté ma mère. C'était pendant l'occupation japonaise. Tout s'est terminé ce jour-là. Je ne lui ai plus jamais posé de questions sur notre enfance, sur elle. Elle est morte pour moi de la mort de mon petit frère, de même que mon frère aîné. Je n'ai pas surmonté l'horreur qu'ils m'ont inspirée tout à coup. Il ne m'importe plus. Je ne sais plus rien d'eux après ce jour. Je ne sais pas encore comment elle a réussi à payer ses dettes au Tchétis. Un jour, ils ne sont plus venus. Je les vois. Ils sont assis dans le petit salon de Sadek. Habillés de pagne blanc, ils restent là sans un mot, des mois, des années. On entend ma mère qui pleure et qui les insulte. Elle est dans sa chambre. Elle ne veut pas en sortir. Elle crie qu'on la laisse. Ils sont sourds, calmes, souriants. Ils restent. Et puis un jour, il n'y en a plus. Ils sont morts maintenant. La mère et les 2 frères. Pour les souvenirs aussi, c'est trop tard. Maintenant, je ne les aime plus. Je ne sais plus si je les ai aimés.
Je les ai quittés. Je n'ai plus dans ma tête le parfum de sa peau, ni dans mes yeux la couleur de ses yeux. Je ne me souviens plus de la voix, sauf parfois de celle de la douceur avec la fatigue du soir. Le rire, je ne l'entends plus, ni le rire, ni les cris. C'est fini, je ne me souviens plus. C'est pourquoi j'en écris si facile d'elle maintenant, si long, si étiré. Elle est devenue écriture courante. Elle a dû rester à Saigon de 1932 à 1949, cette femme. C'est en décembre 1942 que mon petit frère meurt. Elle ne peut plus bouger de nulle part. Elle est encore restée là-bas, près de la tombe, elle dit. Et puis elle a fini par rentrer en France. Mon fils avait 2 ans quand nous nous sommes revus. C'était trop tard pour se retrouver. Dès le premier regard, on a compris. Il n'y avait plus rien à retrouver. Sauf avec le fils aîné. C'était fini pour tout le reste. Elle est allée vivre et mourir dans le Loir-et-Cher, dans le faux château Louis XIV. Elle habitait avec Do. Elle avait encore peur la nuit. Elle avait acheté un fusil. Do faisait le guet dans les chambres mansardées du dernier étage du château. Elle avait acheté aussi une propriété à son fils aîné, près d'Amboise. Il y avait des bois. Il a fait couper les bois. Il est allé jouer l'argent dans un club de baccarat à Paris. Les bois ont été perdus en une nuit. Là où le souvenir ploie tout à coup, où mon frère peut-être me fait venir des larmes, c'est après la perte de l'argent de ces bois. Ce que je sais, c'est qu'on le retrouve couché dans son automobile à Montparnasse devant la coupole, qu'il veut mourir. Après, je ne sais plus. Ce qu'elle avait fait, elle, de son château est proprement inimaginable. Cela toujours pour le fils aîné qui ne sait pas, lui, l'enfant de 50 ans, gagner de l'argent. Elle achète des couveuses électriques. Elle les installe dans le grand salon du bas. Elle a 600 poussins d'un coup, 40 mètres carrés de poussins. Elle s'était trompée dans le maniement des infrarouges, aucun poussin ne réussit à s'alimenter. Les 600 poussins ont le bec qui ne coïncide pas, qui ne ferme pas. Ils crèvent tous de faim. Elle ne recommencera plus. Je suis venue au château pendant l'éclosion des poussins. C'était la fête. Ensuite, la puanteur des poussins morts et celle de leur nourriture est telle que je ne peux plus manger dans le château de ma mère sans vomir. Elle est morte entre Do et celui qu'elle appelle son enfant, dans sa grande chambre du premier étage, celle où elle mettait des moutons à dormir, 4 à 6 moutons autour de son lit aux périodes de gel, pendant plusieurs hivers, les derniers. C'est là, dans la dernière maison, celle de la Loire, quand elle en aura terminé avec son va-et-vient incessant, à la fin des choses de cette famille, c'est là que je vois clairement la folie pour la première fois. Je vois que ma mère est clairement folle. Je vois que Do et mon frère ont toujours eu accès à cette folie. Que moi, non, je ne l'avais jamais encore vue. Que je n'avais jamais vu ma mère dans le cas d'être folle. Elle l'était, de naissance, dans le sang. Elle n'était pas malade de sa folie, elle la vivait comme la santé, entre Do et le fils aîné. Personne d'autre qu'eux n'en avait l'entendement. Elle avait toujours eu beaucoup d'amis, elle gardait les mêmes pendant de longues années, et elle s'en était toujours fait de nouveaux, souvent très jeunes, chez les arrivants des postes de brousse, ou plus tard chez les gens de la Touraine, parmi lesquels il y avait des retraités des colonies françaises. Elle retenait les gens auprès d'elle, et cela à tout âge, à cause de son intelligence, disait-il, si vive, de sa gaieté, de ce naturel incomparable qui jamais ne lassait. Je ne sais pas qui avait pris la photo du désespoir, celle de la cour de la maison de Hanoï. Peut-être mon père une dernière fois. Dans quelques mois, il sera rapatrié en France pour raison de santé. Avant, il changera de poste. Il sera nommé à Phnom Penh. Il y restera quelques semaines. Il mourra dans moins d'1 an. Ma mère aura refusé de le suivre en France. Elle sera restée là où elle était, arrêtée là, à Phnom Penh, dans cette résidence admirable qui donne sur le Mékong,
l'ancien palais du roi du Cambodge, au milieu de ce parc effrayant des hectares où ma mère a peur. La nuit, elle nous fait peur. Nous dormons tous les 4 dans un même lit. Elle dit qu'elle a peur de la nuit. C'est dans cette résidence que ma mère apprendra la mort de mon père. Elle l'apprendra avant l'arrivée du télégramme, dès la veille, à un signe qu'elle était seule à avoir vu et à savoir entendre, à cet oiseau qui en pleine nuit avait appelé, affolé, perdu dans le bureau de la face nord du palais, celui de mon père. C'est aussi là, à quelques jours de la mort de son mari, en pleine nuit aussi, que ma mère s'est trouvée face à l'image de son père à elle. Elle allume, il est là, il se tient près de la table, debout, dans le grand salon octogonal du palais. Il la regarde. Je me souviens d'un hurlement, d'un appel. Elle nous a réveillés, elle nous a raconté l'histoire, comment il était habillé dans son costume du dimanche, gris, comment il se tenait et son regard droit sur elle. Elle dit, je l'ai appelé comme quand j'étais petite. Elle dit, je n'ai pas eu peur. Elle a couru vers l'image disparue. Les deux étaient morts aux dates et aux heures des oiseaux, des images. De là sans doute l'admiration que nous avions pour le savoir de notre mère, en toutes choses, y compris celle de la mort. L'homme élégant est descendu de la limousine, il fume une cigarette anglaise. Il regarde la jeune fille au feutre d'homme et aux chaussures d'or. Il vient vers elle lentement. C'est visible, il est intimidé. Il ne sourit pas tout d'abord. Tout d'abord, il lui offre une cigarette. Sa main tremble. Il y a cette différence de race, il n'est pas blanc. Il doit la surmonter, c'est pourquoi il tremble. Elle lui dit qu'elle ne fume pas. Non merci. Elle ne dit rien d'autre. Elle ne lui dit pas « laissez-moi tranquille ». Alors il a moins peur. Alors il lui dit qu'il croit rêver. Elle ne répond pas. Ce n'est pas la peine qu'elle réponde. Que répondrait-elle? Elle attend. Alors il le lui demande « mais d'où venez-vous » Elle dit qu'elle est la fille de l'institutrice de l'école de filles de Sadek. Il réfléchit et puis il dit qu'il a entendu parler de cette dame, sa mère, de son manque de chance avec cette concession qu'elle aurait achetée au Cambodge. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Il répète que c'est tout à fait extraordinaire de la voir sur ce bac, si tôt le matin, une jeune fille belle comme elle l'est. Vous ne vous rendez pas compte, c'est très inattendu, une jeune fille blanche, dans un quart indigène. Il lui dit que le chapeau lui va bien, très bien même, que c'est original, un chapeau d'homme, pourquoi pas? Elle est si jolie, elle peut tout se permettre. Elle le regarde. Elle lui demande qui il est. Il dit qu'il revient de Paris, où il a fait ses études, qu'il habite Sadek lui aussi, justement sur le fleuve, la grande maison avec les grandes terrasses aux balustrades de céramique bleue. Elle lui demande ce qu'il est. Il dit qu'il est chinois, que sa famille vient de la Chine du Nord, de Fuchuen. Voulez-vous me permettre de vous ramener chez vous à Saigon? Elle est d'accord. Il dit au chauffeur de prendre les bagages de la jeune fille dans le car et de les mettre dans l'auto noire. Chinois. Il est de cette minorité financière d'origine chinoise qui tient tout l'immobilier populaire de la colonie. Il est celui qui passait le Mékong ce jour-là en direction de Saigon. Elle entre dans l'auto noire, la portière se referme. Une détresse à peine ressentie se produit tout à coup, une fatigue, la lumière sur le fleuve qui se ternit, mais à peine. Une surdité très légère aussi, un brouillard partout. Je ne ferai plus jamais le voyage en car pour indigène. Dorénavant, j'aurai une limousine pour aller au lycée et me ramener à la pension. Je dînerai dans les endroits les plus élégants de la ville. Et je serai toujours là à regretter tout ce que je fais, tout ce que je laisse, tout ce que je prends, le bon comme le mauvais, le quart,
le chauffeur du car avec qui je riais, les vieilles chiqueuses de Bethel des places arrière, les enfants sur les porte-bagages, la famille de Sadek, l'horreur de la famille de Sadek, son silence génial. Il parlait. Il disait qu'il s'ennuyait de Paris, des adorables parisiennes, des noces, des bombes, ah là là, de la coupole, de la rotonde. Moi, la rotonde, je préfère. Des boîtes de nuit, de cette existence épatante qu'il avait menée pendant 2 ans. Elle écoutait, attentive aux renseignements de son discours qui débouchait sur la richesse, qui aurait pu donner une indication sur le montant des millions. Il continuait à raconter. Sa mère à lui était morte. Il était enfant unique. Seul lui restait le père détenteur de l'argent. Mais vous savez ce que c'est. Il est arrivé à sa pipe d'opium face au fleuve depuis 10 ans. Il gère sa fortune depuis son lit de camp. Elle dit qu'elle voit. Il refusera le mariage de son fils avec la petite prostituée blanche du poste de Sadek. L'image commence bien avant qu'il ait abordé l'enfant blanche près du bastingage, au moment où il est descendu de la limousine noire, quand il a commencé à s'approcher d'elle et qu'elle, elle le savait qu'il avait peur. Dès le premier instant, elle sait quelque chose comme ça, à savoir qu'il est à sa merci. Donc d'autres que lui pourraient être aussi à sa merci si l'occasion se présentait. Elle sait aussi quelque chose d'autre, que dorénavant le temps est sans doute arrivé où elle ne peut plus échapper à certaines obligations qu'elle a envers elle-même, et que de cela la mère ne doit rien apprendre, ni les frères, elle le sait aussi ce jour-là. Dès qu'elle a pénétré dans l'auto-noir, elle l'a su. Elle est à l'écart de cette famille, pour la première fois et pour toujours. Désormais, ils ne doivent plus savoir ce qu'il adviendra d'elle. Qu'on la leur prenne, qu'on la leur emporte, qu'on la leur blesse, qu'on la leur gâche, ils ne doivent plus le savoir, ni la mère, ni les frères. Ce sera désormais leur sort, c'est déjà à en pleurer dans la limousine noire. L'enfant maintenant aura affaire avec cet homme-là, le premier, celui qui s'est présenté sur le bac. C'est arrivé très vite ce jour-là, un jeudi. Il est venu tous les jours la chercher au lycée pour la ramener à la pension. Et puis une fois, il est venu un jeudi après-midi à la pension. Il l'a emmenée dans l'automobile noire. C'est à Cholène. C'est à l'opposé des boulevards qui relient la ville chinoise au centre de Saigon. Ces grandes voiles américaines sillonnées par les tramways, les pousse-pousse, les cars. C'est tôt dans l'après-midi. Elle a échappé à la promenade obligatoire des jeunes filles du pensionnat. C'est un compartiment au sud de la ville. L'endroit est moderne, meublé à la va-vite, dirait-on, avec des meubles de principe moderne style. Il dit « Je n'ai pas choisi les meubles ». Il fait sombre dans le studio. Elle ne demande pas qu'il ouvre les persiennes. Elle est sans sentiment très défini, sans haine, sans répugnance non plus. Alors est-ce sans doute là déjà du désir? Elle en est ignorante. Elle a consenti à venir dès qu'il le lui a demandé la veille au soir. Elle est là où il faut qu'elle soit, déplacée là. Elle éprouve une légère peur. Il semblerait en effet que cela doive correspondre non seulement à ce qu'elle attend, mais à ce qui devrait arriver précisément dans son cas à elle. Elle est très attentive à l'extérieur des choses, à la lumière, au vacarme de la ville dans laquelle la chambre est immergée. Lui, il tremble. Il la regarde tout d'abord comme s'il attendait qu'elle parle, mais elle ne parle pas. Alors il ne bouge pas non plus. Il ne la déshabille pas. Il dit qu'il l'aime, comme un fou. Il le dit tout bas. Puis il se tait. Elle ne lui répond pas. Elle pourrait répondre qu'elle ne l'aime pas. Elle ne dit rien. Tout à coup, elle sait, là, à l'instant. Elle sait qu'il ne la connaît pas,
qui ne la connaîtra jamais, qui n'a pas les moyens de connaître tant de perversité, et de faire tant et tant de détours pour l'attraper, lui, il ne pourra jamais. C'est à elle à savoir. Elle sait. À partir de son ignorance à lui, elle sait tout à coup. Il lui plaisait déjà sur le bac. Il lui plaît. La chose ne dépendait que d'elle seule. Elle lui dit « Je préférerais que vous ne m'aimiez pas. Même si vous m'aimez, je voudrais que vous fassiez comme d'habitude avec les femmes. » Il la regarde comme épouvantée. Il demande « C'est ce que vous voulez ?» Elle dit que oui. Il a commencé à souffrir là, dans la chambre, pour la première fois. Il ne ment plus sur ce point. Il lui dit que déjà il sait qu'elle ne l'aimera jamais. Elle le laisse dire. D'abord, elle dit qu'elle ne sait pas, puis elle le laisse dire. Il dit qu'il est seul, atrocement seul avec cet amour qu'il a pour elle. Elle lui dit qu'elle aussi elle est seule. Elle ne dit pas avec quoi. Il dit « Vous m'avez suivi jusqu'ici comme vous auriez suivi n'importe qui. » Elle répond qu'elle ne peut pas savoir, qu'elle n'a encore jamais suivi personne dans une chambre. Elle lui dit qu'elle ne veut pas qu'il lui parle, que ce qu'elle veut, c'est qu'il fasse comme d'habitude il fait avec les femmes qu'il emmène dans sa garçonnière. Elle le supplie de faire de cette façon-là. Il a arraché la robe, il la jette. Il a arraché le petit slip de coton blanc et il la porte ainsi nue jusqu'au lit. Et alors il se tourne de l'autre côté du lit et il pleure. Et elle, lente, patiente, elle le ramène vers elle et elle commence à le déshabiller. Les yeux fermés, elle le fait, lentement. Il veut faire des gestes pour l'aider. Elle lui demande de ne pas bouger. « Laisse-moi. » Elle dit qu'elle veut le faire, elle. Elle le fait. Elle le déshabille. Quand elle le lui demande, il déplace son corps dans le lit, mais à peine, avec légèreté, comme pour ne pas la réveiller. La peau est d'une somptueuse douceur. Le corps est maigre, sans force, sans muscles. Il pourrait avoir été malade, être en convalescence, il est imberbe, sans virilité autre que celle du sexe. Il est très faible, il paraît être à la merci d'une insulte, souffrant. Elle ne le regarde pas au visage, elle ne le regarde pas, elle le touche. Elle touche la douceur du sexe, de la peau, elle caresse la couleur dorée, l'inconnue nouveauté. Il gémit, il pleure, il est dans un amour abominable. Et pleurant, il le fait. D'abord, il y a la douleur, et puis après cette douleur est prise à son tour, elle est changée, lentement arrachée, emportée vers la jouissance, embrassée à elle. La mer sans forme simplement incomparable. Déjà sur le bac, avant son heure, l'image aurait participé de cet instant. L'image de la femme au bas reprisé a traversé la chambre. Elle apparaît enfin comme l'enfant. Les fils le savaient déjà, la fille pas encore. Ils ne parleront jamais de la mère ensemble, de cette connaissance qu'ils ont, et qui les sépare d'elle, de cette connaissance décisive, dernière, celle de l'enfance de la mère. La mère n'a pas connu la jouissance. Je ne savais pas que l'on saignait. Il me demande si j'ai eu mal, je dis non. Il dit qu'il en est heureux. Il essuie le sang, il me lave, je le regarde faire. Insensiblement, il revient, il redevient désirable. Je me demande comment j'ai eu la force d'aller à l'encontre de l'interdit posé par ma mère. Avec ce calme, cette détermination. Comment je suis arrivée à aller jusqu'au bout de l'idée. Nous nous regardons. Il embrasse mon corps. Il me demande pourquoi je suis venue. Je dis que je devais le faire,
que c'en était comme d'une obligation. C'est la première fois que nous parlons. Je lui parle de l'existence de mes 2 frères. Je dis que nous n'avons pas d'argent, plus rien. Il connaît ce frère aîné. Il l'a rencontré dans les fumeries du poste. Je dis que ce frère vole ma mère pour aller fumer, qu'il vole les domestiques, et que parfois les tenanciers des fumeries viennent réclamer de l'argent à ma mère. Je lui parle des barrages. Je dis que ma mère va mourir et que cela ne peut plus durer, que la mort très proche de ma mère doit être aussi en corrélation avec ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je m'aperçois que je le désire. Il me plaint. Je lui dis que non, que je ne suis pas à plaindre, que personne ne l'est, sauf ma mère. Il me dit « Tu es venu parce que j'ai de l'argent ». Je dis que je le désire ainsi avec son argent, que lorsque je l'ai vu, il était déjà dans cette auto, dans cet argent, et que je ne peux donc pas savoir ce que j'aurais fait s'il en avait été autrement. Il dit « Je voudrais t'emmener, partir avec toi ». Je dis que je ne pourrais pas encore quitter ma mère sans en mourir de peine. Il dit que décidément il n'a pas eu de chance avec moi, mais qu'il me donnera quand même de l'argent, de ne pas m'inquiéter. Il s'est allongé de nouveau. De nouveau, nous nous taisons. Le bruit de la ville est très fort. Dans le souvenir, il est le son d'un film mis trop haut, qui assourdit. Je me souviens bien. La chambre est sombre. On ne parle pas. Elle est entourée du vacarme continu de la ville. Embarquée dans la ville, dans le train de la ville. Il n'y a pas de vitres aux fenêtres. Il y a des stores et des persiennes. Sur les stores, on voit les ombres des gens qui passent dans le soleil des trottoirs. Ces foules sont toujours énormes. Les ombres sont régulièrement striées par les raies des persiennes. Les claquements des sabots de bois cognent la tête. Les voix sont stridentes. Le chinois est une langue qui se crie, comme j'imagine toujours les langues des déserts. C'est une langue incroyablement étrangère. C'est la fin du jour dehors. On le sait au bruit des voix et à celui des passages de plus en plus nombreux, de plus en plus mêlés. C'est une ville de plaisir qui bat son plein la nuit, et la nuit commence maintenant avec le coucher du soleil. Le lit est séparé de la ville par ses persiennes à claire-voie, ce store de coton. Aucun matériau dur ne nous sépare des autres gens. Eux, ils ignorent notre existence. Nous percevons quelque chose de la leur, le total de leur voix, de leurs mouvements, comme une sirène qui lancerait une clameur brisée, triste, sans écho. Des odeurs de caramel arrivent dans la chambre, celles des cacahuètes grillées, des soupes chinoises, des viandes rôties, des herbes, du jasmin, de la poussière, de l'encens, du feu de charbon de bois. Le feu se transporte ici dans des paniers, il se vend dans les rues. L'odeur de la ville est celle des villages, de la brousse, de la forêt. Je l'ai vu tout à coup dans un peignoir noir. Il était assis, il buvait un whisky, il fumait. Il m'a dit que j'avais dormi, qu'il avait pris une douche. J'avais à peine senti le sommeil venir. Il a allumé une lampe sur une table basse. C'est un homme qui a des habitudes, je pense à lui tout à coup. Il doit venir relativement souvent dans cette chambre. C'est un homme qui doit faire beaucoup l'amour. C'est un homme qui a peur. Il doit faire beaucoup l'amour pour lutter contre la peur. Je lui dis que j'aime l'idée qu'il ait beaucoup de femmes, celle d'être parmi ces femmes confondues. On se regarde. Il comprend ce que je viens de dire. Le regard altéré tout à coup, faux, pris dans le mal, la mort. Je lui dis de venir, qu'il doit recommencer à me prendre. Il vient. Il sent bon la cigarette anglaise, le parfum cher, il sent le miel. À force, sa peau a pris l'odeur de la soie, celle fruitée du tussor de soie, celle de l'or, il est désirable. Je lui dis ce désir de lui. Il me dit d'attendre encore. Il me parle. Il dit qu'il a su tout de suite
dès la traversée du fleuve, que je serais ainsi après mon premier amant, que j'aimerais l'amour. Il dit qu'il sait déjà que lui, je le tromperai, et aussi que je tromperai tous les hommes avec qui je serai. Il dit que quant à lui, il a été l'instrument de son propre malheur. Je suis heureuse de tout ce qu'il m'annonce, et je le lui dis. Il devient brutal, son sentiment est désespéré, il se jette sur moi, il mange les seins d'enfant, il crie, il insulte. Je ferme les yeux sur le plaisir très fort. Je pense, il a l'habitude, c'est ce qu'il fait dans la vie, l'amour, seulement ça. Les mains sont expertes, merveilleuses, parfaites. J'ai beaucoup de chance, c'est clair. C'est comme un métier qu'il aurait. Sans le savoir, il aurait le savoir exact de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut dire. Il me traite de putain, de dégueulasse. Il me dit que je suis son seul amour, et c'est ça qu'il doit dire, et c'est ça qu'on dit quand on laisse le dire se faire, quand on laisse le corps faire et chercher et trouver, et prendre ce qu'il veut, et là tout est bon. Il n'y a pas de déchets, les déchets sont recouverts, tout va dans le torrent, dans la force du désir. Le bruit de la ville est si proche, si près, qu'on entend son frottement contre le bois des persiennes. On entend comme s'il traversait la chambre. Je caresse son corps dans ce bruit, ce passage. La mer, l'immensité qui se regroupe, s'éloigne, revient. Je lui avais demandé de le faire encore et encore, de me faire ça. Il l'avait fait. Il l'avait fait dans l'onctuosité du sang. Et cela, en effet, avait été à mourir. Et cela a été à en mourir. Il a allumé une cigarette, et il me l'a donnée, et tout bas contre ma bouche, il m'a parlé. Je lui ai parlé, moi aussi, tout bas. Parce qu'il ne sait pas pour lui, je le dis pour lui, à sa place. Parce qu'il ne sait pas qu'il porte en lui une élégance cardinale, je le dis pour lui. C'est le soir qui vient maintenant. Il me dit que je me souviendrai toute ma vie de cet après-midi, même lorsque j'aurai oublié jusqu'à son visage, son nom. Je demande si je me souviendrai de la maison. Il me dit « Regarde-la bien ». Je la regarde. Je dis que c'est comme partout. Il me dit que c'est ça, oui, comme toujours. Je revois encore le visage et je me souviens du nom. Je vois encore les murs blanchis, le store de toile qui donne sur la fournaise, l'autre porte en arcade qui mène à l'autre chambre et un jardin à ciel ouvert. Les plantes sont mortes de chaleur, entourées de balustrades bleues comme la grande villa de Sadek, étagée de terrasses qui donnent sur le Mékong. C'est un lieu de détresse naufragée. Il me demande de lui dire à quoi je pense. Je dis que je pense à ma mère, qu'elle me tuera si elle apprend la vérité. Je vois qu'il fait un effort et puis il dit qu'il comprend ce que veut dire ma mère. Il dit ce déshonneur. Il dit que lui ne pourrait pas en supporter l'idée dans le cas du mariage. Je le regarde. Il me regarde à son tour, il s'excuse avec fierté. Il dit « Je suis un Chinois ». On se sourit. Je lui demande si c'est habituel d'être triste comme nous le sommes. Il dit que c'est parce qu'on a fait l'amour pendant le jour, au moment de la culminance de la chaleur. Il dit que c'est toujours terrible après. Il sourit. Il dit que l'on s'aime ou que l'on ne s'aime pas, c'est toujours terrible. Il dit que cela passera avec la nuit, aussitôt qu'elle arrivera. Je lui dis que ce n'est pas seulement parce que c'était pendant le jour qu'il se trompe, que je suis dans une tristesse que j'attendais et qui ne vient que de moi, que toujours j'ai été triste, que je vois cette tristesse aussi sur les photos où je suis toute petite, qu'aujourd'hui cette tristesse, tout en la reconnaissant comme étant celle que j'ai toujours eue, je pourrais presque lui donner mon nom tellement elle me ressemble. Aujourd'hui, je lui dis que c'est un bien-être cette tristesse,
celui d'être enfin tombé dans un malheur que ma mère m'annonce depuis toujours quand elle hurle dans le désert de sa vie. Je lui dis, je ne comprends pas très bien ce qu'elle dit, mais je sais que cette chambre est ce que j'attendais. Je parle sans attendre de réponse. Je lui dis que ma mère crie ce qu'elle croit, comme les envoyés de Dieu. Elle crie qu'il ne faut rien attendre, jamais, ni d'une quelconque personne, ni d'un quelconque état, ni d'un quelconque Dieu. Il me regarde parler, il ne me quitte pas des yeux, il regarde ma bouche quand je parle, je suis nue. Il me caresse, il n'écoute peut-être pas, je ne sais pas. Je dis que je ne fais pas du malheur dans lequel je me trouve une question personnelle. Je lui raconte comme c'était simplement si difficile de manger, de s'habiller, de vivre en somme, rien qu'avec le salaire de ma mère. J'ai de plus en plus de mal à parler. Il dit « Comment faisiez-vous » Je lui dis qu'on était dehors, que la misère avait fait s'écrouler les murs de la famille et qu'on s'était tous retrouvés en dehors de la maison à faire chacun ce qu'on voulait faire. Dévergondés on était. C'est comme ça que je suis ici avec toi. Il est sur moi, il s'engouffre encore. Nous restons ainsi, cloués, à gémir dans la clameur de la ville encore extérieure. Nous l'entendons encore, et puis nous ne l'entendons plus. Les baisers sur le corps font pleurer, on dirait qu'ils consolent. Dans la famille, je ne pleure pas. Ce jour-là, dans cette chambre, les larmes consolent du passé et de l'avenir aussi. Je lui dis que de ma mère, une fois, je me séparerai, que même pour ma mère, une fois, je n'aurai plus d'amour. Je pleure. Il met sa tête sur moi et il pleure de me voir pleurer. Je lui dis que dans mon enfance, le malheur de ma mère a occupé le lieu du rêve, que le rêve, c'était ma mère, et jamais les arbres de Noël, toujours elle seulement. Qu'elle soit la mère écorchée vive de la misère, ou qu'elle soit celle dans tous ces états qui parlent dans le désert, qu'elle soit celle qui cherche la nourriture ou celle qui interminablement raconte ce qui est arrivé à elle, Marie le Grand de Roubaix, elle parle de son innocence, de ses économies, de son espoir. À travers les persiennes, le soir est arrivé. Le vacarme a augmenté. Il est plus éclatant, moins sourd. Les lampadaires aux ampoules rougeoyantes se sont allumés. Nous sommes sortis de la garçonnière. J'ai remis le chapeau d'homme au ruban noir, les souliers d'or, le rouge sombre des lèvres, la robe de soie. J'ai vieilli, je le sais tout à coup. Il le voit, il dit « Tu es fatigué ». Sur le trottoir, la cohue, elle va dans tous les sens, lente ou vive. Elle se fraie des passages, elle est galeuse comme les chiens abandonnés. Elle est aveugle comme les mendiants. C'est une foule de la Chine. Je la revois encore dans les images de la prospérité de maintenant, dans la façon qu'ils ont de marcher ensemble sans jamais d'impatience, de se trouver dans les cohues comme seuls, sans bonheur, dirait-on, sans tristesse, sans curiosité, en marchant sans avoir l'air d'aller, sans intention d'aller, mais seulement d'avancer, ici plutôt que là, seuls et dans la foule, jamais seuls encore par eux-mêmes, toujours seuls dans la foule. Nous allons dans un de ces restaurants chinois à étages. Ils occupent des immeubles entiers. Ils sont grands comme des grands magasins, des casernes. Ils sont ouverts sur la ville par des balcons, des terrasses. Le bruit qui vient de ces immeubles est inconcevable en Europe. C'est celui des commandes hurlées par les serveurs et de mêmes reprises et hurlées par les cuisines. Personne ne parle dans ces restaurants. Sur les terrasses, il y a des orchestres chinois. Nous allons à l'étage le plus calme, celui des Européens. Les menus sont les mêmes, mais on crie moins. Il y a des ventilateurs et de lourdes tentures contre le bruit. Je lui demande de me dire comment son père est riche, de quelle façon. Il dit que parler d'argent l'ennuie, mais que si j'y tiens, il veut bien me dire ce qu'il sait de la fortune de son père. Tout a commencé à Cholène, avec les compartiments pour indigènes. Il en a fait construire 300. Plusieurs rues lui appartiennent. Il parle français avec un accent parisien légèrement forcé.
Il parle de l'argent avec une désinvolture sincère. Le père avait des immeubles qu'il a vendus pour acheter des terrains à bâtir au sud de Cholène. Des rizières ont été vendues aussi, croit-il, à Sadek. Je lui pose des questions sur les épidémies. Je dis que j'ai vu des rues entières de compartiments interdites, du soir au lendemain, portes et fenêtres clouées pour cause d'épidémies de peste. Il me dit qu'il y en a moins ici, que les dératisations sont beaucoup plus nombreuses que dans la brousse. Tout à coup, il me fait un roman sur les compartiments. Leur coût est beaucoup moins élevé que celui des immeubles ou des demeures individuelles, et ils répondent beaucoup mieux aux besoins des quartiers populaires que les habitations séparées. La population ici aime bien être ensemble, surtout cette population pauvre. Elle vient de la campagne et elle aime bien vivre aussi dehors, dans la rue. Et il ne faut pas détruire les habitudes de pauvres. Son père vient justement de faire toute une série de compartiments à galeries couvertes qui donnent sur la rue. Ça fait les rues très claires, très avenantes. Les gens passent leur journée dans ces galeries extérieures. Ils y dorment aussi quand il fait très chaud. Je lui dis que moi aussi, j'aurais bien aimé habiter dans une galerie extérieure, que quand j'étais enfant, cela m'apparaissait comme un idéal, être dehors pour dormir. J'ai mal tout à coup. C'est à peine, c'est très léger. C'est le battement du cœur déplacé là, dans la plaie vive et fraîche qui m'a faite, lui, celui qui me parle, celui qui a fait la jouissance de l'après-midi. Je n'entends plus ce qu'il dit, je n'écoute plus. Il le voit, il se tait. Je lui dis de parler encore. Il le fait. J'écoute à nouveau. Il dit qu'il pense beaucoup à Paris. Il trouve que je suis très différente des Parisiennes, beaucoup moins gentille. Je lui dis que cette affaire de compartiment, ça ne doit pas être si rentable que ça. Il ne me répond plus. Pendant tout le temps de notre histoire, pendant 1 an et demi, nous parlerons de cette façon. Nous ne parlerons jamais de nous. Dès les premiers jours, nous savons qu'un avenir commun n'est pas envisageable. Alors nous ne parlerons jamais de l'avenir. Nous tiendrons des propos comme journalistiques et à contrario et d'égale teneur. Je lui dis que son séjour en France lui a été fatal. Il en convient. Il dit qu'il a tout acheté à Paris, ses femmes, ses connaissances, ses idées. Il a 12 ans de plus que moi et cela lui fait peur. J'écoute comme il parle, comme il se trompe, comme il m'aime aussi, dans une sorte de théâtralité à la fois convenue et sincère. Je lui dis que je vais le présenter à ma famille. Il veut fuir et je ris. Il ne peut exprimer ses sentiments qu'à travers la parodie. Je découvre qu'il n'a pas la force de m'aimer contre son père, de me prendre, de m'emmener. Il pleure souvent parce qu'il ne trouve pas la force d'aimer au-delà de la peur. Son héroïsme, c'est moi. Sa servilité, c'est l'argent de son père. Quand je parle de mes frères, il tombe déjà dans cette peur. Il est comme démasqué. Il croit que tout le monde autour de moi attend sa demande en mariage. Il sait qu'il est déjà perdu aux yeux de ma famille, que pour elle, il ne peut que se perdre encore, davantage, et me perdre moi en conséquence. Il dit qu'il est allé faire une école commerciale à Paris. Il dit enfin la vérité, qu'il n'a rien fait et que son père lui a coupé les vivres, qu'il lui a envoyé son billet de retour, qu'il a été obligé de quitter la France. Ce retour, c'est sa tragédie. Il n'a pas fini cette école commerciale. Il dit qu'il compte la finir ici avec des cours par correspondance. Les rencontres avec la famille ont commencé avec les grands repas à Cholène. Quand ma mère et mes frères viennent à Saigon, je lui dis qu'il faut les inviter dans les grands restaurants chinois qu'ils ne connaissent pas, là où ils ne sont jamais allés. Ces soirées se passent toutes de la même façon. Mes frères dévorent et ne lui adressent jamais la parole. Ils ne le regardent pas non plus. Ils ne peuvent pas le regarder. Ils ne pourraient pas le faire. S'ils pouvaient faire ça, l'effort de le voir, ils seraient capables par ailleurs de faire des études, de se plier aux règles élémentaires de la vie en société. Pendant ces repas, seule ma mère parle. Elle parle très peu, les premiers temps surtout. Elle fait quelques phrases sur les plats qu'on apporte, sur leur prix exorbitant, et puis elle se tait. Lui, les 2 premières fois, il se jette à l'eau.
Il essaie d'aborder le récit de ses exploits à Paris, mais en vain. C'est comme s'il n'avait pas parlé, comme si on n'avait pas entendu. Sa tentative sombre dans le silence. Mes frères continuent à dévorer. Ils dévorent comme je n'ai jamais vu dévorer personne nulle part. Ils paient. Ils comptent l'argent. Ils le posent dans la soucoupe. Tout le monde regarde. La première fois, je me souviens, il aligne 77 piastres. Ma mère est au bord du fou rire. On se lève pour partir. Pas de merci de personne. On ne dit jamais merci pour le bon dîner. Ni bonjour, ni au revoir, ni comment ça va. On ne se dit jamais rien. Mes frères ne lui adresseront jamais la parole. C'est comme s'il n'était pas visible pour eux, comme s'il n'était pas assez dense pour être perçu, vu, entendu par eux. Cela parce qu'il est à mes pieds, qu'il est posé en principe que je ne l'aime pas, que je suis avec lui pour l'argent, que je ne peux pas l'aimer, que c'est impossible, qu'il pourrait tout supporter de moi sans être jamais au bout de cet amour. Cela parce que c'est un Chinois, que ce n'est pas un Blanc. La façon qu'a ce frère aîné de se taire et d'ignorer l'existence de mon amant procède d'une telle conviction qu'elle en est exemplaire. Nous prenons tous modèle sur le frère aîné face à cet amant. Moi non plus, devant eux, je ne lui parle pas. En présence de ma famille, je dois ne jamais lui adresser la parole. Sauf, oui, quand je lui fais passer un message de leur part. Par exemple, après le dîner, quand mes frères me disent qu'ils veulent aller boire et danser à la source, c'est moi qui lui dis qu'on veut aller à la source pour boire et danser. D'abord, il fait comme s'il n'avait pas entendu. Et moi, je ne dois pas, dans la logique de mon frère aîné, je ne dois pas répéter ce que je viens de dire, réitérer ma demande. Si je le faisais, ce serait la faute. Je condescendrais à sa plainte. Il finit par me répondre, à voix basse, qui se voudrait intime. Il dit qu'il aimerait bien être seul avec moi pendant un moment. Il le dit pour mettre fin au supplice. Alors je dois l'entendre encore mal, comme une traîtrise de plus, comme si par là il voulait accuser le coup, dénoncer la conduite de mon frère aîné à son égard, donc je ne dois toujours pas lui répondre. Lui, il continue encore, il me dit, il ose. « Votre mère est fatiguée, regardez-la. » Notre mère, en effet, sombre de sommeil, après les dîners fabuleux des Chinois de Cholène. Je ne réponds pas davantage. C'est alors que j'entends la voix de mon frère aîné. Il dit une phrase très courte, cinglante, définitive. Ma mère disait de lui, des trois, c'est lui qui parle le mieux. Sa phrase dite, mon frère attend. Tout s'arrête. Je reconnais la peur de mon amant. C'est celle de mon petit frère. Il ne résiste plus. On va à la source. Ma mère aussi va à la source. Elle va dormir à la source. En présence de mon frère aîné, il cesse d'être mon amant. Il ne cesse pas d'exister, mais il ne met plus rien. Il devient un endroit brûlé. Mon désir obéit à mon frère aîné, il rejette mon amant. Chaque fois qu'ils sont ensemble, vus par moi, je crois ne plus jamais pouvoir en supporter la vue. Mon amant est nié, dans justement son corps faible, dans cette faiblesse qui me transporte de jouissance. Il devient devant mon frère un scandale inavouable, une raison d'avoir honte qu'il faut cacher. Je ne peux pas lutter contre ces ordres muets de mon frère. Je le peux quand il s'agit de mon petit frère. Quand il s'agit de mon amant, je ne peux rien contre moi-même. D'en parler maintenant me fait retrouver l'hypocrisie du visage, de l'air distrait de quelqu'un qui regarde ailleurs, qui a autre chose à penser, mais qui néanmoins, dans les mâchoires légèrement serrées, on le voit, est exaspéré et souffre d'avoir à supporter ça, cette indignité, pour seulement manger bien, dans un restaurant cher, ce qui devrait être bien naturel. Autour du souvenir, la clarté livide de la nuit du chasseur, ça fait un son strident, d'alerte, de cri d'enfant. À la source non plus, personne ne lui parle. On commande tous des martels Perrier. Mes frères boivent le leur, tout de suite, et ils en commandent un deuxième.
Ma mère et moi, on leur donne le nôtre. Mes frères sont très vite soûls. Ils ne lui parlent toujours pas pour autant, mais ils tombent dans la récrimination. Le petit frère surtout. Il se plaint que l'endroit soit triste et qu'il n'y ait pas d'entraîneuse. Il y a très peu de monde en semaine à la source. Avec lui, mon petit frère, je danse. Avec mon amant aussi, je danse. Je ne danse jamais avec mon frère aîné. Je n'ai jamais dansé avec lui. Toujours empêché par l'appréhension troublante d'un danger. Celui de cet attrait maléfique qu'il exerce sur tous, celui du rapprochement de nos corps. Nous nous ressemblons à un point très frappant, surtout le visage. Le Chinois de Cholène me parle. Il est au bord des larmes. Il dit « Qu'est-ce que je leur ai fait ?» Je lui dis qu'il ne faut pas qu'il s'inquiète, que c'est toujours ainsi, entre nous aussi, dans toutes les circonstances de la vie. Je lui expliquerai lorsque nous nous retrouverons à la garçonnière. Je lui dis que cette violence de mon frère aîné est froide, insultante. Elle accompagne tout ce qui nous arrive, tout ce qui vient à nous. Son premier mouvement, c'est de tuer, de rayer de la vie, de disposer de la vie, de mépriser, de chasser, de faire souffrir. Je lui dis de ne pas avoir peur, qu'il ne risque rien, lui, parce que la seule personne que craint le frère aîné, devant qui curieusement il s'intimide, c'est moi. Jamais bonjour, bonsoir, bonne année, jamais merci, jamais parler, jamais besoin de parler. Tout reste muet, loin. C'est une famille en pierre, pétrifiée dans une épaisseur sans accès aucun. Chaque jour, nous essayons de nous tuer, de tuer. Non seulement on ne se parle pas, mais on ne se regarde pas. Du moment qu'on est vu, on ne peut pas regarder. Regarder, c'est avoir un mouvement de curiosité vers, envers, c'est déchoir. Aucune personne regardée ne vaut le regard sur elle. Il est toujours déshonorant. Le mot « conversation » est banni. Je crois que c'est celui qui dit ici le mieux la honte et l'orgueil. Toute communauté, qu'elle soit familiale ou autre, nous est haïssable, dégradante. Nous sommes ensemble dans une honte de principe d'avoir à vivre la vie. C'est là que nous sommes au plus profond de notre histoire commune, celle d'être tous les trois des enfants de cette personne de bonne foi, notre mère que la société a assassinée. Nous sommes du côté de cette société qui a réduit ma mère au désespoir. À cause de ce qu'on a fait à notre mère si aimable, si confiante, nous haïssons la vie. Nous nous haïssons. Notre mère ne prévoyait pas ce que nous sommes devenus à partir du spectacle de son désespoir. Je parle surtout des garçons, des fils. Mais l'eût-elle prévu? Comment aurait-elle pu taire ce qui était devenu son histoire même? Faire mentir son visage, son regard, sa voix, son amour. Elle aurait pu mourir, se supprimer, disperser la communauté invivable, faire que l'aîné soit tout à fait séparé des deux plus jeunes. Elle ne l'a pas fait. Elle a été imprudente. Elle a été inconséquente, irresponsable. Elle était tout cela. Elle a vécu. Nous l'avons aimée tous les trois au-delà de l'amour. À cause de cela même qu'elle n'aurait pas pu, qu'elle ne pouvait pas se taire, cacher, mentir. Si différents que nous ayons été tous les trois, nous l'avons aimée de la même façon. Ça a été long. Ça a duré 7 ans. Ça a commencé, nous avions 10 ans. Et puis nous avons eu 12 ans. Et puis 13 ans. Et puis 14, 15 ans. Et puis 16 ans, 17 ans. Ça a duré tout cet âge, 7 ans. Et puis enfin, l'espoir a été renoncé. Il a été abandonné. Abandonné aussi les tentatives contre l'océan. À l'ombre de la véranda, nous regardons la montagne de Siam, très sombre dans le plein soleil, presque noire. La mer est enfin calme, murée. Nous sommes des enfants héroïques, désespérés. Le petit frère est mort en décembre 1942, sous l'occupation japonaise. J'avais quitté Saigon après mon deuxième baccalauréat en 1931.
Il m'a écrit une seule fois en disant, sans que je sache jamais pourquoi. La lettre était convenue, recopiée, sans faute, calligraphiée. Il me disait qu'ils allaient bien, que l'école marchait. C'était une longue lettre de 2 pages pleines. J'ai reconnu son écriture d'enfant. Il me disait aussi qu'il avait un appartement, une auto. Il disait la marque, qu'il avait repris le tennis, qu'il était bien, que tout était bien, qu'il m'embrassait comme il m'aimait, très fort. Il ne parlait pas de la guerre, ni de notre frère aîné. Je parle souvent de mes frères comme d'un ensemble, comme elle le faisait elle, notre mère. Je dis « mes frères ». Elle aussi, au dehors de la famille, elle disait « mes fils ». Elle a toujours parlé de la force de ses fils de façon insultante. Pour le dehors, elle ne détaillait pas. Elle ne disait pas que le fils aîné était beaucoup plus fort que le second. Elle disait qu'il était aussi fort que ses frères, les cultivateurs du Nord. Elle était fière de la force de ses fils, comme elle l'était, l'avait été de celle de ses frères. Comme son fils aîné, elle dédaignait les faibles. De mon amant de Cholène, elle disait comme le frère aîné. Je n'écris pas ces mots. C'étaient des mots qui avaient trait aux charognes que l'on trouve dans les déserts. Je dis « mes frères » parce que c'était ainsi que je disais moi aussi. C'est après que j'ai dit autrement, quand le petit frère a grandi et qu'il est devenu martyr. Non seulement aucune fête n'est célébrée dans notre famille, pas d'arbre de Noël, aucun mouchoir brodé, aucune fleur, jamais. Mais aucun mort non plus, aucune sépulture, aucune mémoire. Elle seule. Le frère aîné restera un assassin. Le petit frère mourra de ce frère. Moi, je suis partie. Je me suis arrachée. Jusqu'à sa mort, le frère aîné l'a eu pour lui seul. À cette époque-là, de Cholène, de l'image, de l'amant, ma mère a un sursaut de folie. Elle ne sait rien de ce qui est arrivé à Cholène, mais je vois qu'elle m'observe, qu'elle se doute de quelque chose. Elle connaît sa fille, cet enfant. Il flotte autour de cet enfant, depuis quelque temps, un air d'étrangeté, une réserve, dirait-on, récente, qui retient l'attention. Sa parole est plus lente encore que d'habitude. Et elle, si curieuse de tout, elle est distraite. Son regard a changé. Elle est devenue spectatrice de sa mère même, du malheur de sa mère. On dirait qu'elle assiste à son événement. L'épouvante soudaine dans la vie de ma mère. Sa fille court le plus grand danger, celui de ne jamais se marier, de ne jamais s'établir dans la société, d'être démunie devant celle-ci, perdue, solitaire. Dans des crises, ma mère se jette sur moi. Elle m'enferme dans la chambre, elle me bat à coups de poing, elle me gifle, elle me déshabille. Elle s'approche de moi, elle sent mon corps, mon linge. Elle dit qu'elle trouve le parfum de l'homme chinois. Elle va plus avant, elle regarde s'il y a des taches suspectes sur le linge. Et elle hurle, la ville à l'entendre, que sa fille est une prostituée, qu'elle va la jeter dehors, qu'elle désire la voir crever, que personne ne voudra plus d'elle, qu'elle est déshonorée, une chienne vaut davantage. Et elle pleure en demandant ce qu'elle peut faire avec ça, sinon la sortir de la maison pour qu'elle n'empuantisse plus les lieux. Derrière les murs de la chambre fermée, le frère. Le frère répond à la mère. Il lui dit qu'elle a raison de battre l'enfant. Sa voix est feutrée, intime, caressante. Il lui dit qu'il leur faut savoir la vérité à n'importe quel prix. Il leur faut la savoir pour empêcher que cette petite fille ne se perde, pour empêcher que la mère en soit désespérée. La mère frappe de toutes ses forces. Le petit frère crie à la mère de la laisser tranquille. Il va dans le jardin, il se cache, il a peur que je sois tué. Il a peur, il a toujours peur de cet inconnu, notre frère aîné. La peur du petit frère calme ma mère. Elle pleure sur le désastre de sa vie, de son enfant déshonoré. Je pleure avec elle, je mens. Je jure sur ma vie que rien ne m'est arrivé, rien, même pas un baiser. Comment veux-tu, je dis, avec un Chinois, comment veux-tu que je fasse ça avec un Chinois, si laid, si malingre? Je sais que le frère aîné est rivé à la porte, il écoute. Il sait ce que fait ma mère, il sait que la petite est nue et frappée. Il voudrait que ça dure encore et encore jusqu'au danger. Ma mère n'ignore pas ce dessein de mon frère aîné, obscur.
terrifiant. Nous sommes encore très petits. Régulièrement, des batailles éclatent entre mes frères, sans prétexte apparent, sauf celui classique du frère aîné, qui dit au petit « Sors de là, tu gênes !» Aussitôt dit, il frappe. Ils se battent sans un mot, on entend seulement leur souffle, leur plainte, le bruit sourd des coups. Ma mère, comme en toutes circonstances, accompagne la scène d'un opéra de cris. Ils sont doués de la même faculté de colère, de ces colères noires, meurtrières, qu'on n'a jamais vues ailleurs que chez les frères, les sœurs, les mères. Le frère aîné souffre de ne pas faire librement le mal, de ne pas régenter le mal, pas seulement ici, mais partout ailleurs. Le petit frère d'assister impuissant à cette horreur, cette disposition de son frère aîné. Quand ils se battaient, on avait une peur égale de la mort pour l'un et pour l'autre. La mère disait qu'ils s'étaient toujours battus, qu'ils n'avaient jamais joué ensemble, jamais parlé ensemble. Que la seule chose qu'ils avaient en commun, c'était elle, leur mère, et surtout cette petite sœur, rien d'autre que le sang. Je crois que du seul enfant aîné, ma mère disait « mon enfant ». Elle l'appelait quelquefois de cette façon. Des deux autres, elle disait « les plus jeunes ». De tout cela, nous ne disions rien à l'extérieur. Nous avions d'abord appris à nous taire sur le principal de notre vie, la misère. Et puis sur tout le reste aussi. Les premiers confidents, le mot paraît démesuré, ce sont nos amants, nos rencontres en dehors des postes, dans les rues de Saigon d'abord, et puis dans les paquebots de ligne, les trains, et puis partout. Ma mère, ça la prend tout à coup. Vers la fin de l'après-midi, surtout à la saison sèche, elle fait laver la maison de fond en comble. Pour nettoyer, elle dit, pour assainir, rafraîchir. La maison est bâtie sur un terre-plein qui l'isole du jardin, des serpents, des scorpions, des fourmis rouges, des inondations du Mékong, de celles qui suivent les grandes tornades de la mousson. Cette élévation de la maison sur le sol permet de la laver à grands seaux d'eau, à la baigner tout entière comme un jardin. Toutes les chaises sont sur les tables, toute la maison ruisselle. Le piano du petit salon a les pieds dans l'eau. L'eau descend par les perrons, envahit le préau vers les cuisines. Les petits boys sont très heureux. On est ensemble avec les petits boys, on s'asperge, et puis on savonne le sol avec du savon de Marseille. Tout le monde est pieds nus, la mère aussi. La mère rit. La mère n'a rien à dire contre rien. La maison tout entière embaume. Elle a l'odeur délicieuse de la terre mouillée après l'orage. C'est une odeur qui rend fou de joie, surtout quand elle est mélangée à l'autre odeur, celle du savon de Marseille, celle de la pureté, de l'honnêteté, celle du linge, celle de la blancheur, celle de notre mère, de l'immensité de la candeur de notre mère. L'eau descend jusque dans les allées. Les familles des boys viennent, les visiteurs des boys aussi, les enfants blancs des maisons voisines. La mère est très heureuse de ce désordre. La mère peut être très très heureuse quelquefois, le temps d'oublier. Celui de laver la maison peut convenir pour le bonheur de ma mère. La mère va dans le salon, elle se met au piano, elle joue les seuls airs qu'elle connaisse par cœur, qu'elle a appris à l'école normale. Elle chante. Quelquefois elle joue, elle rit. Elle se lève et elle danse tout en chantant. Et chacun pense, et elle aussi la mère, que l'on peut être heureux dans cette maison défigurée qui devient soudain un étang, un champ au bord d'une rivière, un gué, une plage. Ce sont les deux plus jeunes enfants, la petite fille et le petit frère, qui les premiers se souviennent. Ils s'arrêtent de rire tout à coup et ils vont dans le jardin où le soir vient. Je me souviens, à l'instant même où j'écris, que notre frère aîné n'était pas à Vinelong quand on lavait la maison à grande eau. Il était chez notre tuteur, un prêtre de village dans le Lot-et-Garonne. À lui aussi il arrivait de rire parfois, mais jamais autant qu'à nous. J'oublie tout. J'oublie de dire ça, qu'on était des enfants rieurs, mon petit frère et moi, rieurs à perdre le souffle, la vie. Je vois la guerre sous les mêmes couleurs que mon enfance. Je confonds le temps de la guerre avec le règne de mon frère aîné.
C'est aussi sans doute parce que c'est pendant la guerre que mon petit frère est mort. Le cœur, comme j'ai dit déjà, qui avait cédé, laissé. Le frère aîné, je crois bien ne l'avoir jamais vu pendant la guerre. Déjà, il ne m'importait plus de savoir s'il était vivant ou mort. Je vois la guerre comme lui était, partout se répandre, partout pénétrer, voler, emprisonner, partout être là, à tout mélanger, mêler, présente dans le corps, dans la pensée, dans la veille, dans le sommeil, tout le temps, en proie à la passion saoulante d'occuper le territoire adorable du corps de l'enfant, du corps des moins forts, des peuples vaincus, cela parce que le mal est là, aux portes, contre la peau. Nous retournons à la garçonnière. Nous sommes des amants. Nous ne pouvons pas nous arrêter d'aimer. Parfois, je ne rentre pas à la pension, je dors près de lui. Je ne veux pas dormir dans ses bras, dans sa chaleur, mais je dors dans la même chambre, dans le même lit. Quelquefois, je manque le lycée. Nous allons manger dans la ville la nuit. Il me douche, il me lave, il me rince. Il adore, il me farde, et il m'habille, il m'adore. Je suis la préférée de sa vie. Il vit dans l'épouvante que je rencontre un autre homme. Moi, je n'ai peur de rien de pareil, jamais. Il éprouve une autre peur aussi. Non parce que je suis blanche, mais parce que je suis si jeune qu'il pourrait aller en prison si on découvrait notre histoire. Il me dit de continuer à mentir à ma mère et surtout à mon frère aîné, de ne rien dire à personne. Je continue à mentir. Je ris de sa peur. Je lui dis qu'on est beaucoup trop pauvre pour que la mère puisse encore intenter un procès, que d'ailleurs tous les procès qu'elle a intentés, elle les a perdus. Ceux contre le cadastre, ceux contre les administrateurs, contre les gouverneurs, contre la loi. Elle ne sait pas les faire, garder son calme, attendre encore. Elle ne peut pas, elle crie et elle gâche ses chances. Celui-là, ce serait pareil, pas la peine d'avoir peur. Marie-Claude Carpenter. Elle était américaine. Elle était, je crois me souvenir, de Boston. Les yeux étaient très clairs, gris-bleu. 1943. Marie-Claude Carpenter était blonde. Elle était à peine fanée, plutôt belle, je crois, avec un sourire un peu bref qui se fermait très vite, disparaissait dans un éclair, avec une voix qui tout à coup me revient, basse, un peu discordante dans les aigus. Elle avait 45 ans, l'âge déjà, l'âge même. Elle habitait le 16e, près de l'Alma. L'appartement faisait le dernier et vaste étage d'un immeuble qui donnerait sur la Seine. On allait dîner chez elle en hiver, ou déjeuner en été. Les repas étaient commandés chez les meilleurs traiteurs de Paris. Toujours décents, presque, mais à peine insuffisants. On ne l'a jamais vue que chez elle, jamais au dehors. Il y avait là, quelquefois, un Mallarméen. Il y avait souvent aussi un ou deux ou trois littérateurs. Ils venaient une fois et on ne les revoyait plus. Je n'ai jamais su où elle les trouvait, où elle avait fait leur connaissance, ni pourquoi elle les invitait.